La France traverse la période la plus répressive de son histoire en temps de paix. Depuis 2000, pas une année ne s'est écoulée sans qu'une loi sécuritaire ne soit votée. Cette spirale répressive s'incarne chaque jour dans de nouvelles lois liberticides, dans l'emprisonnement et l'expulsion des sans-papiers, dans les rafles de Frontex, dans l'écrasement policier, judiciaire et médiatique des mouvements sociaux, dans l'écrasement policier, judiciaire et médiatique de la jeunesse des quartiers, des lycées et des teufs. Que dire d'un pouvoir qui supprime les lits d'hôpitaux en pleine pandémie pour offrir des drones à sa police? Et au cœur de cette spirale répressive, on trouve l'antiterrorisme. L'antiterrorisme, c'est quand chacune d'entre nous, si elle n'est pas en marche, devient un potentiel ennemi de l'État. Toute la population devient suspecte dans une gigantesque enquête paranoïaque. Un pouvoir qui tente de réaliser le risque zéro de la subversion est un pouvoir totalitaire, mesuré par la surveillance, contrôlé par le travail, neutralisé par la répression et l'éducation. Oui, l'antiterrorisme nous éduque. On veut nous faire désirer la répression et le sadisme pénal. Il nous a soif de liberté pour nous abreuver de vengeance punitive. C'est ce que l'anthropologue Didier Fassin a nommé le moment punitif. L'État éduque nos passions par la peur et par la haine. Haine des illégalismes et du moindre détail qui viendrait perturber la marche de l'ordre. Il veut nous faire aimer la police. Et le gouvernement par la peur ne fonctionne que s'il y a une jouissance de la punition. Et pour jouir de l'infliction d'une souffrance à autrui, il faut le déshumaniser. Voilà aussi ça, l'antiterrorisme. C'est l'extension, par l'amalgame, l'ignorance et la peur, l'extension du domaine de la déshumanisation et donc du non-droit. Alors à quoi ça mène? Des CRA, centres de rétention administrative, de la terreur policière, des QPR, quartiers de prise en charge de la radicalisation, embryons des camps de Ouïghours en Chine, la surveillance de masse. C'est bien parce que les technologies de l'informatique nous ont dépossédés de vie privée que l'État peut d'autant plus nous priver de vie. Et ce qui nous menace, c'est pas l'ultra-gauche aujourd'hui, c'est l'ultra-glauque. Le terrorisme ne qualifie pas la gravité d'un acte, mais son degré de dissidence politique. Indépendamment de l'acte commis, ce sont les intentions de l'acte qui permettent de le juger terroriste ou non. Et c'est ainsi qu'une des plus belles âmes que j'ai pu connaître dans ma vie est aujourd'hui en prison au nom de l'antiterrorisme. On apprend par exemple dans le code pénal, article 421, que le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme, des animaux ou le milieu naturel ne peut être considéré comme du terrorisme que s'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est donc le rapport à l'ordre public qui définit le terrorisme et permet à quelqu'un comme Patrick Pouyanné, PDG du groupe Total, d'échapper à cette qualification. C'est aussi ce paradoxe qui fait que ce meurtrier d'extrême droite qui a tué 3 gendarmes soit qualifié de forcené dans les médias et non de terroriste. L'antiterrorisme n'est donc pas là pour protéger de potentielles menaces pour les humains, mais de potentielles menaces pour l'ordre républicain et économique. C'est une arme de guerre contre toute forme de dissidence. À partir du moment où vos opinions et vos désirs vont à l'encontre du pouvoir de l'État et de ses mythes, une partie de airsoft ou un simple cours de boxe peut devenir terroriste. Pourtant, la dissidence est une nécessité, car l'État est profondément patriarcal, la République profondément raciste et le capitalisme profondément destructeur et violent. L'autoritarisme ne fera qu'amplifier ces violences systémiques. Ils veulent ériger en ennemis du peuple les militantes qui combattent chaque jour ce système violent. Ils auraient pu dire coup de filet dans l'antifascisme, mais ça ferait peut-être un peu trop fasciste. Laissons ça à la Russie qui torture les anarchistes aux électrodes. Ils auraient pu dire coup de filet chez les pro-kurdes, mais ça ferait un peu trop Turquie où Erdogan massacre les opposants politiques. Coup de filet chez les écologistes radicaux peut-être, mais ça ferait un peu trop Colombie où les défenseurs de l'environnement sont massacrés. Et donc les bouches vomissantes des médias et de la police nous parlent d'un coup de filet dans l'ultra-gauche, agrémenté d'images de Black Bloc, et ça passe. Sauf que depuis le 8-12, il y a 7 libertaires inculpés pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes criminels, dont 5 actuellement en prison et 1 à l'isolement total. Ils encourent jusqu'à 10 à 20 ans de prison ferme. Et rappelez-vous l'état d'urgence entré dans le droit commun en 2017 par Macron. C'est cela aujourd'hui qui permet, avec le consentement des masses, de torturer par l'enfermement et l'isolement de manière préventive des militantes libertaires et leurs proches, parce que la police les soupçonne d'avoir eu l'intention de mettre en place un plan pour attaquer la police.
C'est une farce de plus qu'aucune justice digne de ce nom ne peut cautionner. Les 7 inculpés du 8-12 passeront devant le juge d'instruction début février et demanderont leur mise en liberté. Nous appelons à un rassemblement qui a été déclaré mercredi prochain au métro Jacques-Cartier à 15h. Ce sera l'occasion de faire porter nos voix jusqu'à ses oreilles. Et si le juge d'instruction a encore un cœur, peut-être saura-t-il entendre. Libérez, délivrez!